Il y a un son particulier que fait une maison lorsque ses habitants ont cessé de s'aimer depuis longtemps. Ce n'est pas un silence paisible. C'est un silence lourd, épais, presque palpable, coupé seulement par le craquement des planchers et le murmure étouffé de conversations qui ne devraient pas être entendues. J'ai grandi dans cette symphonie de murmures. Ma chambre se trouvait juste au-dessus du bureau de mon père et les conduits d'aération en métal, vieux et mal isolés, fonctionnaient comme un système d'espionnage parfait. Pendant des années, j'ai passé mes nuits allongée sur le sol froid de ma chambre, l'oreille collée contre la grille poussiéreuse, à écouter mes parents disséquer mon avenir comme des vautours autour d'une carcasse. Ils ne parlaient jamais de mes notes, de mes rêves ou de mes peurs. Ils parlaient de chiffres. Ils parlaient de pourcentage, de liquidité, de clauses testamentaires et de la date exacte de mon 18e anniversaire. Mon grand-père maternel était un homme d'une froideur apparente, mais d'une lucidité terrifiante. Il avait construit un empire dans l'immobilier commercial en partant de rien, et il méprisait profondément sa propre fille, ma mère, pour sa frivolité et son mariage, avec un homme qu'il considérait comme un parasite opportuniste. Quand il est mort, j'avais 14 ans. Le jour de l'enterrement, sous une pluie battante qui semblait laver les fausses larmes de mes parents, le notaire m'a prise à part. Il m'a glissé une enveloppe scellée, me murmurant que c'étaient les instructions privées de mon grand-père, à ne lire que lorsque je serais absolument seule. Dans cette lettre, écrite d'une main tremblante mais ferme, mon grand-père m'expliquait la vérité. Il m'aimait, à sa manière rugueuse, et il avait vu en moi la seule personne de cette lignée maudite capable de préserver son héritage. Il avait placé 2,8 millions d'euros, ainsi que les titres de propriété de 3 immeubles lucratifs, dans un trust irrévocable. Le piège, ou plutôt la sécurité, était que cet argent ne me serait accessible qu'à la seconde exacte de mon 18e anniversaire. Jusque-là, mes parents étaient techniquement les tuteurs de ce trust, mais avec des pouvoirs extrêmement limités, incapables de retirer le capital sans ma signature une fois ma majorité atteinte. Ce que mon grand-père n'avait pas prévu, ou peut-être avait-il sous-estimé l'ampleur de leur avidité, c'était la machination légale que mes parents allaient mettre en place pendant ces 4 années d'attente. À travers les conduits d'aération, j'ai écouté mon père engager des avocats véreux, cherchant des failles, construisant un dossier médical factice pour prouver que j'étais psychologiquement instable, incapable de gérer une telle somme. Leur plan était d'une cruauté chirurgicale. Ils allaient me faire signer une procuration générale le matin de mes 18 ans, sous couvert de documents administratifs pour mon inscription universitaire. Si je refusais, ils utiliseraient les faux diagnostics psychiatriques qu'ils compilaient secrètement depuis mes 16 ans pour demander une mise sous tutelle légale prolongée. Ils avaient déjà commencé à dépenser cet argent dans leur tête. J'entendais ma mère parler des rénovations de la villa sur la côte, des nouvelles voitures de sport, des voyages à Dubaï. Ils avaient même contracté des prêts relais avec des intérêts usuraires, utilisant la promesse de mon héritage comme garantie officieuse auprès de créanciers peu scrupuleux. Ils étaient convaincus que j'étais une idiote obéissante, une enfant docile, qui signerait n'importe quoi pour obtenir un sourire de sa mère ou un hochement de tête approbateur de son père. Mais la douleur de la trahison, quand elle vous frappe à 14 ans, brûle tout sur son passage. Elle calcine l'innocence et ne laisse derrière elle qu'une cendre grise et froide. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai jamais confronté mes parents. Au lieu de cela, je me suis transformée en fantôme. J'ai cultivé l'image de la fille parfaite, silencieuse, un peu naïve, toujours le nez dans des romans à l'eau de rose, pendant que sur mon ordinateur portable, caché sous mon matelas, j'étudiais le droit des successions, les mécanismes de transfert bancaire international et les protocoles de sécurité des fiducies offshore. J'ai contacté en secret le notaire de mon grand-père. Il était le seul à connaître mon vrai visage. Pendant 2 ans, nous avons communiqué par des canaux cryptés, préparant le terrain. Il m'a aidé à ouvrir un compte numéroté dans une juridiction inviolable, avec des instructions claires qui devaient s'activer automatiquement.
La beauté du plan résidait dans sa violence invisible. Je n'avais pas besoin de me battre avec eux au tribunal. Je n'avais pas besoin de crier. J'avais juste besoin d'attendre. La nuit précédant mon 18e anniversaire, l'air de la maison était tellement chargé d'électricité que j'avais l'impression de pouvoir la goûter sur ma langue, un goût métallique et amer. Il était 23 heures. Je suis assise sur mon lit, dans l'obscurité totale, regardant le cadran lumineux de mon téléphone. En bas, j'entends le tintement des verres en cristal. Mes parents sablent le champagne. Ils fêtent leur propre victoire, savourant les dernières 60 minutes avant de devenir millionnaires sur mon dos. Mon père rigole, un rire gras et confiant qui résonne à travers les murs. Ma mère discute au téléphone avec un agent immobilier, confirmant une visite pour une propriété hors de prix prévue pour le lendemain après-midi. Ils sont si certains de leur triomphe qu'ils ne prennent même plus la peine de baisser la voix. L'arrogance est toujours le prélude à la chute. Je respire lentement, calmant les battements de mon cœur. Sur l'écran de mon ordinateur portable, une page de connexion sécurisée est ouverte. Le réseau virtuel privé est activé, masquant mon adresse IP. Je revois mentalement chaque étape de ce qui va se passer. 60 minutes, 59 minutes. L'attente est une torture exquise, une pression qui s'accumule dans mes tempes. Je repense à toutes les fois où ma mère m'a dit que je n'étais bonne à rien, à toutes les fois où mon père m'a regardée, non pas comme sa chair et son sang, mais comme un distributeur automatique récalcitrant. Chaque insulte, chaque regard condescendant, chaque mensonge toxique est devenu un carburant qui alimente la précision de mes gestes ce soir. Je pose mes doigts sur le clavier, froid comme de la glace. 23h05. Le bourdonnement lointain du réfrigérateur dans la cuisine, un étage plus bas, résonne comme un moteur d'avion dans le silence artificiel de ma chambre. Mes doigts effleurent les touches en plastique de mon ordinateur, cherchant un ancrage dans la matière physique, alors que mon esprit flotte dans une dimension abstraite, faite de codes, de protocoles bancaires et d'anticipation pure. Il faut une discipline mentale surhumaine pour éteindre la petite voix intérieure qui hurle, cette voix enfantine et archaïque qui réclame encore l'amour de ses parents. J'ai dû l'étouffer, l'enterrer vivante il y a des années, sous des couches de rationalité mathématique et de jurisprudence. La culpabilité est un luxe que je ne peux pas me permettre. La culpabilité exige une transgression contre un ordre moral légitime, mais dans cette maison, l'ordre moral a été perverti le jour où ils ont décidé que mon existence n'était qu'un investissement financier à long terme. Je ne commets pas un vol cette nuit. Je procède à une extraction. Je sauve l'œuvre de la vie de mon grand-père des griffes de 2 parasites qui n'ont jamais rien construit de leurs propres mains. Je ferme les yeux un instant et la mémoire me ramène inexorablement à mon 16e anniversaire. C'est un souvenir crucial, le point de non-retour psychologique. Ce soir-là, ils avaient organisé un grand dîner. Pas pour moi, évidemment, mais pour leur relation d'affaires, ces mêmes créanciers mondains, auprès desquels ils s'endettaient allègrement. J'étais assise au bout de la table, invisible, vêtue d'une robe que ma mère avait choisie parce qu'elle me donnait un air docile et enfantin. Je les ai observés, j'ai vu mon père se pencher vers un promoteur immobilier aux dents blanches et lui murmurer, avec ce sourire carnassier qui le caractérise, que les liquidités du trust seraient débloquées dans exactement 2 ans, garantissant ainsi son investissement dans un projet de marina de luxe complètement absurde. J'ai vu ma mère caresser son collier de perles, payer avec une avance illégale sur les dividendes de mes immeubles, et rire d'un rire cristallin et vide en parlant de la façon dont elle allait gérer la transition de mon patrimoine. Il parlait de moi au passé et au conditionnel, jamais au présent. J'étais une abstraction, une date d'échéance sur un calendrier. Ce soir-là, en remontant dans ma chambre, j'ai vomi toute mon innocence dans le lavabo de la salle de bain. J'ai pleuré jusqu'à ce que mes yeux soient secs, brûlants, vidés de toute larme future. C'est cette nuit-là que j'ai ouvert le dictionnaire de latin que le notaire m'avait envoyé, que j'ai découpé avec une lame de rasoir la couverture épaisse et que j'en ai extrait la clé cryptographique USB, plate et noire comme un éclat d'obsidienne,
qui allait devenir l'instrument de ma libération. 23h15. Le rire de mon père éclate à nouveau au rez-de-chaussée. Le bruit d'une bouteille en verre qu'on dépose brutalement sur la table basse du salon. Ils boivent beaucoup ce soir. C'est une excellente nouvelle. L'alcool émousse les sens, ralentit les réflexes et engendre un faux sentiment de sécurité. Ils doivent être profondément endormis demain matin pour que la deuxième phase de mon plan se déroule sans accroc. Pendant ces 4 années, j'ai dû apprendre à jouer le rôle le plus épuisant de ma vie, celui de l'adolescente médiocre. Il faut une charge cognitive colossale pour feindre l'ignorance quand on comprend tout. J'ai délibérément baissé mes notes au lycée, m'assurant de rester dans une moyenne basse, sans ambition apparente. J'ai posé des questions stupides à table sur l'économie et la gestion, regardant mon père lever les yeux au ciel avec une exaspération feinte qui cachait mal son soulagement. Plus je paraissais incapable, plus il se sentait en contrôle. Ma mère entrait souvent dans ma chambre sans frapper, sous prétexte de ranger, mais en réalité pour fouiller. Elle fouillait mes tiroirs, mes poches de manteau, cherchant peut-être un journal intime, un signe de rébellion, une preuve que je cachais de la drogue ou un petit ami. Elle cherchait les problèmes normaux d'une adolescente. Elle n'aurait jamais pu imaginer que le véritable danger ne se trouvait pas sous mon matelas, mais dans les partitions chiffrées de mon disque dur, protégées par des mots de passe de 64 caractères que je mémorisais en associant les syllabes au poème de Baudelaire. 23h30, 30 minutes. La pression atmosphérique dans la pièce semble augmenter. Mes poumons demandent plus d'oxygène. Je lance le logiciel de réseau privé virtuel, faisant rebondir ma connexion à travers des serveurs situés en Islande, au Panama, puis en Suisse. Je ne laisse aucune trace numérique exploitable. C'est le notaire qui m'a enseigné l'art de l'invisibilité financière. Article 7. Alinéa 3 des statuts du trust de mon grand-père. J'ai lu et relu ce texte des milliers de fois. Le transfert des fonds nécessite la signature du bénéficiaire à l'instant même de sa majorité légale, annulant de facto tout mandat de tutelle antérieur qui n'aurait pas été reconfirmé par le bénéficiaire adulte. C'était la faille magnifique et béante que mon grand-père avait laissée pour moi. Il savait que le système informatique de la banque fiduciaire genevoise était automatisé. À minuit pile, l'algorithme lève le verrouillage de protection du compte principal, basculant le statut du titulaire de mineur sous tutelle à adulte souverain. Entre minuit et l'ouverture des bureaux à 9 heures du matin, il y a une fenêtre de latence, un interstice numérique, un no man's land temporel où l'argent est liquide, libre, suspendu dans les serveurs, en attente d'une directive de son propriétaire légitime. Mes parents ignorent tout de cet interstice. Eux comptent sur l'ouverture physique de la banque demain matin. Leur plan est de me réveiller avec de faux sourires et des croissants, de m'offrir un cadeau sans valeur, puis de me tendre un stylo Montblanc et une liasse de documents préparés par leur avocat marron, me demandant de signer une procuration générale sous prétexte de formalités administratives pour la gestion des impôts. Ils ont même préparé le chantage émotionnel. Si je refuse, la crise de larmes de ma mère, les menaces de mon père et, ultimement, la production de leur faux dossier psychiatrique pour me déclarer inapte. Ils croient que la guerre se jouera demain matin sur la table de la salle à manger. Ils ne réalisent pas que la guerre se termine ce soir, dans le silence numérique de ma chambre. J'ai préconfiguré un ordre de virement international massif, utilisant le protocole SWIFT, conditionné à une validation par ma clé cryptographique. La destination finale est une structure de type holding offshore, immatriculée dans les îles Vierges britanniques, dont je suis l'unique bénéficiaire économique, protégée par des couches de confidentialité que même les meilleurs avocats de mon père mettront des années à percer. Et encore, s'ils ont l'argent pour payer ses avocats. Ce qui ne sera pas le cas. 23h45, 15 minutes. La musique s'arrête en bas. J'entends les pas lourds de mon père dans les escaliers. Chaque marche qui grince me fait l'effet d'une décharge électrique. Ma mère suit, trébuchant légèrement, gloussant à une blague que je n'entends pas. Il passe devant la porte de ma chambre. Je retiens mon souffle. L'écran de mon ordinateur est au minimum de sa luminosité, projetant une lueur spectrale sur mon visage.
Leurs pas s'éloignent dans le couloir, la porte de leur chambre parentale se ferme avec un claquement étouffé. Le silence revient, mais c'est un silence nouveau. C'est le silence de la reine avant la mise à mort. L'adrénaline inonde mon sang. Mes mains tremblent légèrement, non pas de peur, mais de la pure excitation d'un prédateur qui observe sa proie marcher volontairement dans le piège. Je branche la clé USB noire. Le système me demande le premier mot de passe. Je tape sans regarder le clavier. Une longue chaîne de caractères aléatoires. Authentification en 2 étapes requises. Mon téléphone, posé à l'envers sur le lit, vibre silencieusement, affichant un code éphémère de 6 chiffres. Je le saisis. L'interface de la banque fiduciaire s'ouvre, austère, grise, implacable. Solde actuel du compte principal, 2 812 430 € et 15 centimes. Les titres de propriété des 3 immeubles sont listés en dessous, évalués à près de 4 millions supplémentaires. Mais mon grand-père a verrouillé la vente des actifs immobiliers pour encore 10 ans. Mes parents ne pouvaient pas les vendre de toute façon. Ils ne pouvaient que siphonner les liquidités du compte principal, cet argent que je m'apprête à faire disparaître. 23h55. Le temps se dilate. Chaque seconde ressemble à un battement de cœur lent et pesant. Je prépare le formulaire de transfert. Montant à transférer, solde total. Cocher la case pour la clôture automatique du compte source après virement. J'insère les coordonnées IBAN de la banque de transition en Lituanie, qui effacera l'origine des fonds avant de les renvoyer vers les Caraïbes. Le système m'avertit qu'une telle transaction est irréversible. Je souris dans le noir. C'est exactement le but. Je pense aux dettes de mes parents, aux prêts relais qu'ils ont signés, aux garanties qu'ils ont fournies en utilisant mon nom, aux chèques sans provision qu'ils ont peut-être déjà émis en anticipant la journée de demain. En vidant ce compte, je ne fais pas que récupérer mon bien. Je coupe la corde de rappel qui les retient au-dessus de l'abîme financier qu'ils ont eux-mêmes creusé. La ruine qui les attend demain n'est pas ma création. C'est l'effondrement de leur propre château de cartes de mensonges et d'emprunts toxiques. Je ne suis que le vent qui retire la fondation illusoire. 23h58. La sueur perle sur mon front. La fatigue des 4 dernières années de dissimulation s'abat sur mes épaules d'un coup. Mais je ne peux pas flancher maintenant. Mon index flotte au-dessus de la touche Entrée. Je fixe l'horloge numérique dans le coin inférieur droit de mon écran. 58 secondes. 59 secondes. 23h59. Je visualise le visage de mon grand-père, ses yeux gris perçants, la seule personne dans ce monde glacial qui m'ait jamais regardé avec respect, qui ait cru que j'avais la force de survivre à sa propre fille. Je le fais pour lui. Je le fais pour la petite fille de 14 ans qui a pleuré sous la pluie le jour de son enterrement, en tenant une enveloppe qui contenait à la fois son arrêt de mort familial et sa résurrection financière. Je respire profondément, emplissant mes poumons de cet air vicié pour la dernière fois. L'horloge passe à minuit. 0 heure, 0 minute. 18 ans. Je suis majeure. Je suis légalement souveraine. Mon doigt s'abat sur la touche Entrée. Le système charge pendant 3 secondes interminables, une roue dentée virtuelle tournant sur l'écran gris. Puis, le message apparaît en lettres vertes, d'une froideur clinique et magnifique. Transfert exécuté. Solde actuel. 0,000 €. 0,00 € Les chiffres sur l'écran ne clignotaient pas. Ils restaient là, figés, d'une immobilité absolue, comme la ligne plate d'un électrocardiogramme signalant la fin d'une vie. Et pourtant, pour moi, c'était le premier battement de cœur de ma véritable existence. J'ai gardé les yeux fixés sur ce néant mathématique pendant ce qui m'a semblé être une éternité. La lumière blafarde de l'ordinateur se reflétait dans mes pupilles, mais à l'intérieur, un incendie froid venait de s'allumer. Je n'ai ressenti aucune culpabilité, aucune hésitation, seulement une clarté mentale si tranchante qu'elle en devenait presque douloureuse. Le transfert était irréversible.
Les algorithmes de la banque suisse avaient aveuglément obéi à la seule loi qu'ils reconnaissaient, la cryptographie de ma clé privée et l'heure légale de ma majorité. L'argent, cet outil de manipulation que mes parents avaient utilisé pour me sculpter selon leurs désirs, pour me maintenir dans un état de terreur infantile, venait de se vaporiser dans le cyberespace, en route vers des serveurs intouchables sous le soleil des Caraïbes. Je devais maintenant effacer mes traces avec la même précision chirurgicale. J'ai fermé la session bancaire, laissant le système enregistrer la déconnexion légitime du propriétaire du compte. J'ai désactivé le réseau privé virtuel, observé l'adresse IP redevenir celle de notre fournisseur d'accès local, puis j'ai lancé un programme de nettoyage militaire sur mon disque dur, écrasant les données résiduelles de ma navigation avec des suites de zéros aléatoires, rendant toute récupération médico-légale impossible. J'ai débranché la clé USB noire. Elle était chaude au toucher, chargée de l'énergie électrique du coup d'état financier que je venais de perpétrer. Je l'ai glissée avec précaution dans l'entaille pratiquée dans les pages épaisses de mon vieux dictionnaire de latin, refermant la couverture cartonnée. Ce dictionnaire retourna sur l'étagère, coincé entre des romans classiques et des manuels scolaires que je n'ouvrais plus, parfaitement invisible dans sa banalité. La chambre était redevenue sombre. Il était minuit et quart. Je me suis allongée sur mon lit, vêtue de mes vêtements de jour, les bras croisés sur ma poitrine comme un gisant de marbre. Le sommeil était hors de question. Mon cerveau fonctionnait à une vitesse vertigineuse, calculant les probabilités, anticipant les dialogues du lendemain, répétant mes expressions faciales. C'était la partie la plus dangereuse du plan. L'argent était en sécurité, mais mon intégrité physique et psychologique dépendait de ma capacité à jouer la comédie pendant encore quelques heures. Mes parents n'allaient pas découvrir la disparition des fonds tout de suite. Leur rendez-vous avec les banquiers et les avocats était fixé plus tard dans la matinée. D'ici là, je devais être la fille parfaite, l'agneau sacrificiel marchant docilement vers l'autel, ignorant l'existence même du couteau caché derrière le dos du prêtre. Pendant ces heures d'insomnie, la maison entière semblait respirer avec moi. J'entendais le vent frôler les tuiles du toit, le craquement lointain de la charpente qui se contractait dans le froid de la nuit. Je pensais à la mécanique de la trahison. Comment des êtres humains programmés par la nature pour protéger leur progéniture peuvent-ils en arriver à la considérer comme du bétail? J'ai revu le visage de ma mère. Ses sourires asymétriques qui n'atteignaient jamais ses yeux. La façon dont elle pinçait mes joues avec une force inutile, presque punitive, devant les invités pour simuler l'affection. J'ai revu mon père. Son regard fuyant, son impatience chronique dès que je prenais la parole, sa manière de me tapoter l'épaule comme on flatte un chien dont on attend qu'il rapporte un bâton. Ils ne m'avaient jamais vu. Ils avaient vu 2,8 millions d'euros emballés dans la peau d'une enfant. Ce silence nocturne était ma dernière veillée d'armes. À chaque heure qui passait, la tension montait d'un cran. 1 heure du matin, 3 heures du matin, 5 heures. La lumière de l'aube a commencé à filtrer à travers les persiennes, peignant des lignes grises sur le plancher de ma chambre. C'était une lumière sale, hésitante, l'annonce d'une journée qui allait détruire le monde tel que mes parents le connaissaient. À 6h30, la machinerie de la maison s'est mise en marche. Le grondement sourd de la chaudière au sous-sol. Les pas lourds de mon père se dirigeant vers la salle de bain. Le bruit de l'eau dans les tuyaux. J'ai attendu 7 heures précises pour me lever. Le rituel du matin devait être respecté à la lettre. Je suis allée dans ma propre salle de bain. J'ai regardé mon visage dans le miroir. J'étais pâle, des cernes violacées soulignaient mes yeux, mais mon regard était d'une limpidité terrifiante. J'ai dû m'entraîner pendant 5 minutes pour ramener la naïveté dans mes pupilles, pour détendre la mâchoire, pour recréer cette moue d'adolescente un peu perdue et malléable qu'ils attendaient. J'ai éclaboussé mon visage d'eau glacée. J'ai brossé mes cheveux avec soin, les laissant retomber sagement sur mes épaules. J'ai choisi mes vêtements avec une intention cruelle. Un pull en laine beige, un peu trop grand, et un jean simple. Une tenue qui criait l'innocence,
l'absence de menace, la vulnérabilité totale. À 7h30, je suis descendue. Chaque marche de l'escalier en chêne massif résonnait sous mes pas comme un conte à rebours. L'odeur du café fraîchement moulu flottait dans l'air, mêlée au parfum sucré des viennoiseries chaudes. C'était l'odeur de leur triomphe anticipé. Je me suis arrêtée dans l'encadrement de la porte de la cuisine, observant la scène sans être vue pendant quelques secondes. Ma mère portait un peignoir en soie émeraude. Ses cheveux étaient déjà parfaitement coiffés. Son maquillage impeccable malgré l'heure matinale. Elle disposait des croissants sur une assiette en porcelaine avec une minutie presque maniaque. Mon père était assis au bout de l'îlot central, en chemise blanche et pantalon de costume, sa cravate négligemment jetée sur le dossier de la chaise. Il tapotait frénétiquement l'écran de son téléphone, probablement en train de lire les messages de ses créanciers à qui il promettait un paiement imminent. Sur la table, posé à côté d'un vase contenant des roses blanches, se trouvait un épais dossier en cuir noir. Le contrat, la procuration, l'instrument de mon aliénation légale. J'ai pris une grande inspiration, j'ai détendu les muscles de mon visage et j'ai fait un pas dans la lumière de la cuisine. Ma mère a levé la tête et un sourire éclatant, d'une fausseté vertigineuse, a illuminé son visage. Elle a lâché la pince à viennoiserie, s'est précipitée vers moi et m'a enveloppée dans un nuage de parfum au jasmin, pressant ses mains froides contre mon dos. « Joyeux anniversaire, ma chérie !» a-t-elle roucoulé d'une voix suraiguë qui m'a fait grincer des dents intérieurement. 18 ans. Mon Dieu, tu es une femme maintenant. Regarde-la, Richard. Regarde notre fille. Mon père a levé les yeux de son téléphone. Son visage s'est fendu d'un sourire commercial, le genre de sourire qu'il réservait aux banquiers qu'il s'apprêtait à escroquer. Il s'est levé, a marché vers moi et a déposé un baiser sec sur mon front. Joyeux anniversaire, ma grande. Une étape importante. Assieds-toi, ta mère t'a préparé ton petit déjeuner préféré. Je me suis assise à ma place habituelle face au dossier en cuir noir. L'ironie de la situation était si dense qu'elle menaçait de m'étouffer. Il jouait la scène de la famille aimante avec une ferveur désespérée, sachant pertinemment que la finalité de cette pièce de théâtre était de me dépouiller. J'ai pris un croissant, arrachant un morceau de pâte feuilletée avec des doigts faussement maladroits. J'ai baissé les yeux, simulant une timidité embarrassée. « Merci », ai-je murmuré d'une voix douce. « C'est très gentil. » Ma mère s'est assise en face de moi, posant ses coudes sur le marbre froid de la table, me dévorant des yeux. Ce n'était pas un regard maternel, c'était le regard d'un prédateur évaluant la docilité de sa proie avant de porter le coup fatal. Elle a poussé une petite boîte rectangulaire emballée dans du papier doré vers moi. « Ouvre-le », a-t-elle insisté, la respiration légèrement saccadée par l'excitation de la journée à venir. J'ai défait le ruban avec une lenteur calculée. À l'intérieur reposait un bracelet en argent fin, d'une banalité affligeante, probablement acheté la veille à la hâte dans un centre commercial. Le contraste entre ce bijou insignifiant et les millions d'euros qu'il s'apprêtait à me voler était d'un cynisme absolu. « Il est magnifique », ai-je menti, levant vers elle des yeux faussement émerveillés. Mon père a raclé sa gorge, s'asseyant lourdement sur sa chaise. Il ne pouvait plus attendre. L'odeur de l'argent le rendait fou. Il a tapoté le dossier en cuir noir du bout de ses doigts, produisant un bruit sec qui a coupé court aux effusions maternelles. « Écoute, chérie », a-t-il commencé, adoptant ce ton professoral et condescendant qu'il utilisait pour m'expliquer que je ne comprenais rien à la vie. « Comme tu le sais, 18 ans, c'est l'âge des responsabilités. Ton grand-père, paix à son âme, a laissé des dispositions assez complexes. Des choses ennuyeuses, administratives, fiscales. Tu vas entrer à l'université, tu as autre chose à penser que de te débattre avec des avocats et des comptables. » Il a fait une pause, m'observant par-dessus le bord de sa tasse de café, cherchant la moindre trace de rébellion dans mes yeux. Je n'ai rien laissé paraître. J'ai continué à mâcher mon croissant, hochant la tête d'un air absent, comme si ces mots étaient trop compliqués pour mon petit cerveau d'adolescente. « Ta mère et moi, » a-t-il poursuivi, le ton de sa voix devenant soudainement sirupeux, « nous avons pris les devants. Nous avons vu Maître Lenoir hier.
Il a préparé une procuration de gestion générale. C'est une simple formalité, vraiment. Cela nous permettra de continuer à payer tes frais de scolarité, à gérer les impôts de la succession de ton grand-père sans que tu aies à signer des papiers tous les 4 matins. C'est pour ton confort, pour te protéger. Ma mère a tendu la main pour caresser mon poignet. Oui, mon ange, a-t-elle ajouté d'un ton faussement préoccupé. Le monde de la finance est tellement brutal, tellement sale. Laisse papa s'en occuper. Il sait ce qu'il fait. Tu pourras te concentrer sur tes études, sortir avec tes amis. Tu n'auras à te soucier de rien. Le mensonge était si énorme, si parfaitement huilé par des années de pratique, qu'il en devenait presque une œuvre d'art. Il me demandait de signer l'abandon total de mes droits patrimoniaux entre un croissant et une gorgée de jus d'orange, emballant cette dépossession dans le papier cadeau de la protection parentale. S'il savait que la banque en Lituanie avait déjà accusé réception des fonds, s'il savait que le trust genevois n'était plus qu'une coquille vide et résonnante, leur visage, souriant, se décomposerait en une grimace d'horreur pure. J'ai posé ma tasse de café. J'ai regardé mon père dans les yeux. J'ai vu la cupidité pulser dans ses veines. J'ai vu la sueur imperceptible sur sa lèvre supérieure. J'ai vu l'homme misérable, endetté jusqu'au cou, terrifié à l'idée que je puisse dire non. Bien sûr, ai-je répondu, la voix cristalline, dénuée de toute émotion. Si c'est pour m'aider, papa, où est-ce que je dois signer? Le soulagement qui a traversé la cuisine a été si violent qu'il a presque créé un courant d'air. Mon père a expiré bruyamment, un rire nerveux s'échappant de sa gorge. Il a ouvert le dossier en cuir noir avec une précipitation maladroite, faisant glisser une dizaine de feuilles imprimées, serrées sur la table. Il m'a tendu son stylo, un lourd cylindre de métal froid. « Juste ici », a-t-il dit en pointant le bas de la dernière page avec un doigt légèrement tremblant. Et sur les initiales en bas de chaque page. J'ai pris le stylo. Le contact du métal contre ma peau était agréable. C'était l'arme avec laquelle j'allais signer leur arrêt de mort définitif. En paraphant ce document, je ne leur donnais le contrôle de rien, puisqu'il n'y avait plus rien à contrôler. En revanche, je scellais juridiquement leur responsabilité dans toutes les opérations qu'ils allaient tenter de faire à partir de ce jour, avec cette procuration caduque, les laissant s'empêtrer seuls dans le filet de leurs propres mensonges financiers. J'ai apposé ma signature, lente, arrondie, infantile, page après page. Les initiales, puis la signature finale. J'ai fermé le dossier et je l'ai repoussé vers lui. Voilà, ai-je dit avec un sourire angélique. C'est fait. Mon père a attrapé le dossier avec une rapidité féroce, le pressant contre sa poitrine comme un bouclier. Il a regardé ma mère, et pendant une fraction de seconde, une communication silencieuse, animale, est passée entre eux. La chasse était terminée. Ils avaient le trophée. Ma mère a claqué des mains, se levant brusquement. Fantastique, s'est-elle exclamée, la voix vibrante d'une énergie nouvelle et prédatrice. Écoute, chérie, ton père et moi avons quelques urgences à régler en ville ce matin. Des papiers à déposer à la banque avec ces documents, justement. Nous allons être absents une bonne partie de la journée. Tu as des projets? Tu veux inviter des amis cet après-midi? J'ai secoué la tête. Non, je vais juste me reposer. Lire un peu dans ma chambre. Parfait, a tranché mon père, se dirigeant déjà vers l'entrée de la maison pour enfiler son manteau. Ne m'attends pas pour le déjeuner, j'ai un rendez-vous d'affaires qui risque de s'éterniser. Un rendez-vous d'affaires. Une rencontre avec l'usurier local à qui il avait promis un virement substantiel avant la fin de la semaine. Je le savais. Il allait marcher dans le bureau de cet homme avec la fierté d'un roi, armé d'une procuration qui valait moins que le papier sur lequel elle était imprimée. Je les ai regardés s'agiter dans le couloir, rassembler leurs clés, leurs téléphones, ajustant leurs vêtements devant le miroir de l'entrée. Ils ne m'ont même pas dit au revoir. Ils étaient déjà dans l'après-midi, dans l'ivresse des dépenses imaginaires, dans la jouissance de leur vol parfait. La porte d'entrée s'est refermée dans un claquement sourd, suivi du bruit du moteur de la voiture de mon père démarrant en trombe sur les graviers de l'allée. Je suis restée seule dans la cuisine.
Le silence, cette fois, n'était ni pesant ni menaçant. Il était majestueux. Il était l'acoustique de ma victoire absolue. J'ai versé le reste de mon café froid dans l'évier. J'ai regardé le bracelet en argent bon marché posé sur la table et je l'ai jeté dans la poubelle, le regardant disparaître au milieu des épluchures de fruits et des restes du petit déjeuner. Mon travail ici était presque terminé. Le chronomètre était lancé. D'ici quelques heures, mon père serait assis dans le bureau feutré de son gestionnaire de patrimoine, tendant ma procuration avec un sourire suffisant, demandant le déblocage immédiat des liquidités. Le gestionnaire taperait sur son clavier, le système interrogerait les serveurs suisses. Et alors, l'univers tout entier de mes parents s'effondrerait dans un trou noir d'une profondeur incommensurable. Je suis montée dans ma chambre pour faire ma valise. Je ne comptais pas être là quand l'onde de choc pulvériserait les murs de cette maison maudite. Faire une valise quand on s'apprête à effacer sa propre existence légale aux yeux de sa famille n'est pas une question de logistique. C'est un acte de chirurgie psychologique. Je suis retournée dans ma chambre, cette prison de 12 mètres carrés tapissée de papier peint à fleurs fanées, et j'ai sorti un sac de voyage noir de sous mon lit. Je n'avais pas besoin de grand-chose. La véritable évasion ne se mesure pas au poids des bagages, mais à la légèreté de l'esprit. J'ai sélectionné 3 pantalons, quelques pulls aux couleurs neutres, des sous-vêtements et une trousse de toilette minimaliste. J'ai laissé délibérément toutes les robes d'adolescente modèle que ma mère m'avait forcée à acheter. J'ai laissé les peluches sur l'étagère, ces faux témoins d'une enfance heureuse qui n'avait jamais existé. J'ai laissé les livres scolaires étalés sur le bureau, créant l'illusion parfaite que je comptais revenir le soir même pour réviser mes examens. L'art de la disparition réside dans la normalité glaçante du décor que l'on abandonne. En pliant mes vêtements, je ne pouvais m'empêcher de visualiser avec une précision d'horloger la ligne temporelle parallèle qui se déroulait en ce moment même dans le centre-ville. Il était maintenant 10 heures du matin. À cette heure précise, mon père devait être en train de pousser les lourdes portes en verre de la succursale principale de la banque de gestion de patrimoine. Je pouvais presque sentir l'odeur de cire d'abeilles et de cuir neuf qui flottait dans le hall de cet établissement élitiste. Je le voyais s'avancer vers le comptoir de réception avec cette arrogance étudiée, ce torse bombé de l'homme qui se croit invincible. Il saluerait l'hôtesse par son prénom, simulant une familiarité de façade, avant d'être introduit dans le bureau feutré de son gestionnaire de compte, un certain Monsieur le maire. Mon père s'assiérait lourdement dans le fauteuil en cuir, croiserait les jambes et jetterait le dossier noir sur le bureau en acajou avec une négligence triomphale. Il annoncerait la nouvelle de ma majorité légale comme on annonce la conclusion d'une fusion-acquisition. Il tendrait la procuration générale, ce morceau de papier que j'avais signé quelques heures plus tôt, exigeant le déblocage immédiat des 2,8 millions d'euros sur son compte courant personnel, justifiant l'urgence par des investissements immobiliers fictifs. Pendant ce temps, le gestionnaire prendrait le document. Le maire, un homme méticuleux aux lunettes cerclées d'écailles, lirait chaque ligne avec l'attention d'un notaire, vérifiant la conformité de mes initiales, la date, la validité légale de l'acte. Trouvant tout en ordre, il adresserait à mon père un sourire poli et professionnel. Il se tournerait vers son ordinateur, son clavier silencieux cliquetant sous ses doigts rapides. Il entrerait le numéro de compte du trust de mon grand-père. Il taperait son code d'accès sécurisé pour interroger les serveurs de la maison mère en Suisse. Je connaissais le système, le notaire me l'avait expliqué en détail. L'écran de le maire afficherait d'abord une page de chargement, une petite roue grise tournant lentement, pendant que les données cryptées traverseraient les câbles sous-marins et les serveurs internationaux. Mon père, lui, regarderait sa montre de luxe. Peut-être même qu'il enverrait un SMS rapide à l'usurier pour lui confirmer que le virement était en cours d'exécution. Puis, la roue de chargement disparaîtrait. La page du compte s'afficherait. Et le monde de mon père s'arrêterait de tourner. Je pouvais imaginer le froncement de sourcils du gestionnaire Lemaire. Il rapprocherait son visage de l'écran, croyant à une erreur d'affichage, à un bug informatique passager. Il rafraîchirait la page. Il taperait à nouveau le numéro de compte, plus lentement, cette fois. Le résultat serait identique. Une ligne claire, nette, sans ambiguïté,
Solde disponible, 0,00 euros. Historique des transactions récentes. Transfert sortant total exécuté à minuit 0 par voie électronique sécurisée, autorisé par clé cryptographique privée au nom du bénéficiaire principal. Clôture administrative du compte source effectuée. Le maire se tournerait vers mon père, son visage professionnel se décomposant pour laisser place à une confusion totale. Il lui dirait, d'une voix hésitante, que les fonds ne sont plus là, que le compte a été vidé à la minute exacte de ma majorité. Je me suis assise sur le bord de mon lit, le sac de voyage fermé à mes pieds, savourant ce scénario comme on déguste un vin d'un millésime exceptionnel. Mon père ne comprendrait pas tout de suite. Le déni est le premier mécanisme de défense des narcissiques. Il accuserait le maire d'incompétence, il élèverait la voix, il exigerait de parler au directeur de l'agence. Il frapperait probablement du poing sur le bureau en acajou, hurlant que c'est impossible, que sa fille est une idiote qui n'y connaît rien, qu'elle était dans sa cuisine il y a 2 heures à peine en train de manger un croissant. Le directeur arriverait, procéderait à des vérifications supplémentaires, appellerait peut-être le siège à Genève. La réponse serait invariablement la même. Le transfert est parfaitement légal, irrévocable, ordonné par la seule personne autorisée à le faire, avec une traçabilité qui s'arrête net aux frontières de l'Europe de l'Est avant de se perdre dans l'anonymat des paradis fiscaux. Et ma mère, pendant ce temps, à 11 heures, elle devait être assise dans le bureau capitonné de l'agent immobilier qui gérait la vente d'une villa somptueuse sur les hauteurs de la ville. Une propriété à près d'1 million d'euros. Je savais qu'elle avait pris ce rendez-vous. Elle avait passé la semaine à harceler l'agent pour bloquer les visites, affirmant que les fonds seraient débloqués aujourd'hui même. Elle s'apprêtait à signer un compromis de vente engageant sa propre responsabilité financière, convaincue que l'argent de mon héritage comblerait le vide abyssal de ses comptes personnels avant la fin de la journée. Elle sablerait peut-être même le champagne avec l'agent, signant de son écriture flamboyante un contrat qui la liait désormais à une dette qu'elle ne pourrait jamais honorer. Elle achetait des mirages avec de l'argent fantôme. La symétrie de leur destruction imminente était d'une beauté poétique absolue. Ils s'étaient accrochés à ma vie comme des sangsues. Et maintenant, c'est leur propre succion aveugle qui allait les vider de leur sang. 11h15. Le silence de la maison fut soudain déchiré par une sonnerie stridente. Le téléphone fixe, situé dans le couloir du rez-de-chaussée. J'ai sursauté légèrement, non pas de peur, mais parce que le son marquait la fin de la théorie et le début de la réalité. Le choc frontal avait eu lieu. Le téléphone a sonné 4 fois, 5 fois, résonnant contre les murs vides. Personne n'appelait jamais sur ce fixe, sauf eux. Je suis sortie de ma chambre et je me suis penchée au-dessus de la rambarde de l'escalier, regardant l'appareil clignoter dans la pénombre du couloir. Au bout de 10 sonneries, le répondeur s'est déclenché. Le petit haut-parleur a grésillé et la voix de mon père a envahi la maison. C'était une voix que je ne lui connaissais pas. Une voix déraillée, aiguë, étranglée par une panique animale. « Réponds! Réponds tout de suite !» hurlait-il, le souffle court, comme s'il courait dans la rue. « Qu'est-ce que tu as fait? Espèce de petite garce, qu'est-ce que tu as fait de l'argent? Le maire me dit que le compte est vide. C'est une blague, hein? Dis-moi que c'est une putain de blague. Réponds au téléphone. Si c'est toi qui as fait ça, je te jure que je... » Le message s'est coupé brusquement. Il devait avoir raccroché, réalisant peut-être l'absurdité de menacer un répondeur automatique. J'ai fermé les yeux, laissant la vibration de sa voix s'éteindre dans l'air poussiéreux de la maison. Il ne m'avait jamais appelé par un nom d'oiseau auparavant. Il gardait toujours ce masque de condescendance polie. Mais le masque avait fondu, désintégré par l'acide de la ruine financière. La petite garce, comme il disait, venait de le mettre échec et mat en un seul coup invisible. Le téléphone mobile que j'avais laissé sur la table de nuit s'est mis à vibrer follement. Des appels entrants, des SMS en rafale, ma mère, mon père. Des points d'interrogation, des menaces, des supplications. Je n'ai même pas pris la peine de lire les messages.
J'ai sorti la carte SIM de l'appareil, je l'ai pliée en deux jusqu'à ce que la puce en cuivre se brise avec un petit craquement sec, et je l'ai jetée dans les toilettes avant de tirer la chasse. Mon ancien numéro n'existait plus. Mon ancienne vie n'existait plus. J'ai pris un nouveau téléphone prépayé, acheté sous une fausse identité 3 mois plus tôt, et je l'ai glissé dans la poche de mon manteau. J'ai descendu les escaliers lentement, mon sac de voyage sur l'épaule. Je suis passée devant le bureau de mon père. La porte était entr'ouverte. J'ai aperçu les piles de factures impayées, les mises en demeure qu'il cachait dans ses tiroirs, les dossiers de ses projets foireux. Il rentrerait dans quelques heures, probablement fou de rage, saccageant peut-être la maison à ma recherche. Il trouverait ma chambre vide. Il trouverait les placards à moitié vidés. Il comprendrait alors que ce n'était pas un caprice d'adolescente, ni un bug informatique, mais un plan militaire prémédité avec une froideur qu'il ne se croyait même pas capable de concevoir. Je suis arrivée dans l'entrée. J'ai posé les clés de la maison sur la console en marbre, à côté du vide-poche. Un geste symbolique final. Je n'ouvrirai plus jamais cette porte. J'ai enfilé mes chaussures, fermé mon manteau, et j'ai tourné la poignée. L'air froid de novembre m'a frappé au visage. Vif, pur, sentant les feuilles mortes et l'asphalte humide. C'était l'odeur de la liberté. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai marché d'un pas régulier le long de l'allée de gravier, le bruit de mes pas rythmant ma marche vers la gare. J'avais un train pour Paris dans 1 heure, puis un vol international le lendemain matin. L'argent m'attendait, sécurisé, fructifiant déjà loin des mains sales de mes géniteurs. Ils allaient devoir affronter seuls la tempête qu'ils avaient semée, répondre à leurs créanciers sans bouclier, affronter la honte sociale, la banqueroute et peut-être même la prison pour fraude. J'étais le fantôme qu'ils avaient créé, et ce fantôme venait de les effacer de la surface de son monde. Le quai de la gare était balayé par un vent glacial, mais je ne ressentais pas le froid. J'étais enveloppée dans une armure d'indifférence totale. Autour de moi, des dizaines de voyageurs pressaient le pas, le visage enfoui dans leurs écharpes, soucieux de leurs petites vies ordinaires, de leur retard, de leurs réunions. Aucun d'entre eux ne pouvait deviner qu'il croisait une fille de 18 ans qui venait tout juste d'anéantir l'existence de ses propres parents avec la précision d'un tireur d'élite. J'ai acheté mon billet pour Paris au guichet automatique, en payant avec les quelques centaines d'euros en liquide que j'avais économisés sur mon argent de poche au fil des années. Je n'ai utilisé aucune carte bancaire à mon nom. Le train est arrivé dans un crissement métallique assourdissant. Je suis montée. J'ai trouvé une place isolée près de la fenêtre et j'ai regardé le paysage urbain de mon enfance défiler et disparaître pour toujours. Le rythme régulier des roues Shawn sur les rails agissait comme un métronome apaisant sur mon système nerveux. Pendant les 2 heures de trajet, je n'ai rien fait d'autre que de contempler le vide. Dans mon esprit, cependant, un théâtre d'ombre d'une cruauté fascinante se jouait en boucle. J'imaginais le retour de mon père à la maison. Je pouvais voir sa voiture s'engouffrer dans l'allée en écrasant les graviers avec une violence désespérée. Je le voyais courir vers la porte, les clés tremblant dans ses mains moites, hurler mon nom dans le couloir silencieux. Il monterait les escaliers 4 à 4, ouvrirait brutalement la porte de ma chambre pour n'y trouver qu'un lit parfaitement fait, un bureau rangé et le vide absolu de mon absence. La réalité le frapperait alors non plus comme une anomalie bancaire, mais comme un châtiment. Il comprendrait que la petite idiote silencieuse qu'il méprisait l'avait étudiée, disséquée, et finalement exécutée sur l'autel de sa propre avidité. Ma mère rentrerait peu après. Elle aurait probablement été humiliée chez l'agent immobilier. Les transactions de ce niveau exigent des garanties de solvabilité immédiates. Et lorsque les banques de mon père auraient commencé à rejeter les demandes de couverture, le vernis de mondanité de ma mère se serait fissuré devant des étrangers. Elle arriverait à la maison en larmes, le maquillage coulant sur ses joues, exigeant des explications de son mari. Et là, dans le salon luxueux qu'ils avaient meublé à crédit, l'affrontement final aurait lieu. Ils se déchireraient. Ils se rejetteraient la faute. Mon père accuserait ma mère de ne pas m'avoir surveillée, de m'avoir laissé mijoter mon plan en secret.
Ma mère hurlerait que mon père était un incapable, qu'il aurait dû sécuriser les fonds plus tôt, qu'il aurait dû trouver un moyen légal de contourner le testament de mon grand-père. La vérité, c'est qu'ils étaient tous les deux les architectes de leur propre naufrage. Ils s'étaient noyés dans l'illusion de leur supériorité. Arrivé à Paris, la ville m'a accueilli avec son anonymat bruyant et protecteur. Je me suis fondue dans la masse des touristes et des passants. J'ai pris un taxi, payé en espèces, jusqu'à un hôtel modeste mais propre dans le 14e arrondissement. La chambre sentait l'eau de Javel et le vieux tapis, mais pour moi, c'était l'odeur du sanctuaire le plus pur du monde. Je me suis assise sur le lit étroit, j'ai sorti mon nouveau téléphone prépayé et j'ai composé un numéro que j'avais mémorisé des années auparavant. Celui du notaire de mon grand-père. Il a décroché à la 3e sonnerie. Son ton était neutre, professionnel, mais je pouvais percevoir une infime vibration de respect dans sa voix. Je lui ai simplement dit que j'étais bien arrivée et que la transaction principale était clôturée. Il a poussé un long soupir, un son qui ressemblait au soulagement d'un homme qui vient d'accomplir une promesse faite à un mort. Il m'a fait un compte-rendu clinique de la situation. L'onde de choc était encore plus dévastatrice que ce que j'avais prévu. Mon père, dans un état de panique aveugle, avait commis l'erreur monumentale de se rendre au commissariat pour déclarer un vol. Il avait hurlé devant les officiers de police que sa fille lui avait volé près de 3 millions d'euros. Les policiers, d'abord intrigués, avaient rapidement vérifié les faits. Le notaire avait été contacté par les autorités. Il avait fourni une copie du testament de mon grand-père, certifiant que les fonds m'appartenaient de plein droit, sans aucune condition, à la seconde de ma majorité, et que toute procuration antérieure signée sous influence devenait caduque face à mon action directe et légitime. Les policiers avaient ri au nez de mon père. Ils lui avaient expliqué, avec cette condescendance administrative si particulière, qu'il n'y avait aucun délit, aucun vol, aucune infraction. Une adulte avait simplement transféré son propre argent sur un autre compte. Il lui avait même suggéré de se calmer avant d'être poursuivi pour trouble à l'ordre public. Mais la véritable tragédie pour mes parents ne se jouait pas au commissariat. Elle se jouait dans les bureaux de leurs créanciers. Le notaire m'a expliqué que mon père avait utilisé mon nom et la promesse de mon héritage pour contracter des dettes colossales auprès d'acteurs financiers peu recommandables, des fonds d'investissement à risque qui ne s'encombraient pas de procédures judiciaires longues pour récupérer leur mise. Le château de cartes s'effondrait à une vitesse vertigineuse. Dès que la rumeur de l'évaporation des fonds s'était répandue dans leur microcosme de faux riches, les huissiers avaient commencé à rédiger les premières injonctions. La villa, les voitures de location longue durée, les comptes courants personnels de mes parents, tout allait être saisi dans les semaines à venir. Ils allaient devoir affronter une banqueroute personnelle totale. Le notaire m'a demandé si je ressentais le moindre remords. J'ai regardé le mur blanc de ma chambre d'hôtel, j'ai écouté le bruit des sirènes lointaines dans les rues de Paris, et j'ai répondu avec une honnêteté absolue que je ne ressentais absolument rien. J'étais le chirurgien qui venait d'amputer un membre gangrené pour sauver le corps. Le membre allait pourrir, c'était dans l'ordre naturel des choses. Les jours qui ont suivi ont été une chorégraphie administrative méticuleuse. J'ai contacté un cabinet d'avocats international basé à Londres, spécialisé dans la gestion de patrimoine offshore et la protection d'identité. Je leur avais envoyé un acompte substantiel depuis ma holding caribéenne la veille de mon départ. Leurs instructions étaient simples. Construire un pare-feu juridique impénétrable autour de mes actifs, gérer les immeubles de mon grand-père via une société écran pour que mes parents n'aient plus aucun contact avec les locataires et s'assurer que mon adresse physique reste un secret d'État. J'ai acheté un nouvel ordinateur portable sécurisé et c'est dans le silence feutré de ma chambre parisienne que j'ai pu enfin contempler l'architecture de ma nouvelle vie. Je me suis connectée au portail de ma holding. Le solde s'affichait avec une insolence radieuse. 2 812 430 €. Cet argent n'était plus un fardeau, n'était plus un objet de chantage. Il était devenu du temps pur, de la liberté distillée, l'outil qui allait me permettre de me construire, loin de leur poison.
J'ai passé 2 semaines à Paris, marchant dans les musées, lisant dans les cafés, réapprenant à respirer sans avoir l'impression qu'on scrutait chacun de mes mouvements. Puis, j'ai pris un vol pour l'autre bout du monde. Je ne dirai pas où, car l'anonymat est ma plus grande richesse. Le vol a duré plus de 12 heures. Quand l'avion a décollé, fendant les nuages gris de l'Europe pour s'élever vers un ciel bleu et tranchant, j'ai laissé couler une seule larme. Non pas de tristesse pour la famille que je n'avais jamais eue, mais de gratitude envers le vieil homme rugueux qui avait vu en moi la force de briser la chaîne. Mon grand-père savait que l'argent pouvait détruire les faibles, c'est pour cela qu'il avait méprisé ma mère. Mais il savait aussi que l'argent, combiné au silence et à la froideur, pouvait forger une lame capable de trancher les liens les plus toxiques. Il y a des mois de cela maintenant. Je vis dans une maison ensoleillée, entourée d'une végétation luxuriante qui étouffe le bruit du monde. Je poursuis mes études à distance, j'étudie la finance internationale et la psychologie comportementale, trouvant une ironie délicieuse à analyser théoriquement les failles narcissiques qui ont conduit mes parents à leur propre perte. De temps en temps, je reçois des nouvelles par mon cabinet d'avocat londonien. Ce sont des rapports cliniques, dénués de toute émotion. La maison familiale a été saisie et vendue aux enchères à un prix dérisoire. Mes parents ont divorcé, la pression financière ayant eu raison de leur alliance de circonstances. Ma mère vit dans un petit appartement en périphérie, travaillant comme vendeuse dans une boutique de vêtements qu'elle aurait autrefois méprisée. Mon père a disparu des radars, fuyant probablement les usuriers à qui il doit encore des sommes astronomiques, vivant dans la paranoïa et la misère. Ils ont essayé, au début, de me retrouver. Ils ont envoyé des lettres au notaire, pleines de supplications théâtrales et de menaces voilées, m'accusant d'avoir détruit leur vie, me suppliant de leur envoyer de l'argent par pitié, au nom des liens du sang. Le notaire m'a transmis ces lettres sous forme numérique. Je les ai lues. J'ai étudié le vocabulaire de la défaite, la sémantique de l'humiliation. Puis, j'ai cliqué sur le bouton de suppression, envoyant leur jérémiade dans le néant numérique, là où j'avais envoyé leur futur il y a quelques mois. Les liens du sang sont la plus grande escroquerie de l'humanité. Le sang ne fait que transmettre des gènes. Il ne transmet ni le respect, ni la loyauté, ni l'amour. J'ai choisi de ne pas être leur victime. J'ai choisi d'être leur juge et leur bourreau silencieux. Et chaque matin, quand je me lève et que je regarde l'océan depuis ma terrasse, je respire l'air salé de ma victoire, sachant que la vengeance la plus parfaite n'est pas celle qui fait du bruit, mais celle qui vous efface complètement de l'équation, laissant vos bourreaux se dévorer eux-mêmes dans le silence assourdissant de votre absence.